Bonsoir. Transformation digitale, transition numérique, ce n'est pas les qualificatifs qui manquent de nos jours pour parler de ce processus qui devient carrément vital pour toute entreprise, quelle que soit sa taille et quel que soit le secteur d'activité. La crise sanitaire que nous venons de traverser a énormément contribué à changer les mentalités et le constat est unanime. Les récalcitrants aux nouvelles technologies ne peuvent plus résister. L'entreprise grand bénéficiaire, on peut le dire clairement. Comment se présente cette transition en Algérie ? Certains spécialistes parlent d'une nécessité carrément de refonte du business model. Intelligence artificielle, cloud, Internet des objets, applications mobiles comme infrastructures, instruments, outils, qui y contribue grandement. Nous assistons d'ailleurs à une véritable course contre la montre. Tous ont envie d'adhérer aux récentes innovations pour en tirer profit. Nous avons convié aujourd'hui d'ailleurs 2 acteurs qui ont des choses à nous dire, qui ont des histoires et des expériences à nous raconter en la matière. L'émission de ce soir est intitulée « Transformation digitale, levier de la compétitivité ». Bienvenue dans Insight. Notre plateau pour ce soir, Ammar Khadraoui, CEO de Asmos Consulting. Ammar Khadraoui, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci de nous accueillir. Mehdi Gawar est fondateur de Inet, consultant Inet International. Il est en ligne depuis Paris, en France. Nous allons le recevoir dans un petit moment. Mehdi Gawar, est-ce que vous nous recevez ? On va rétablir le contact avec lui dans un instant. Et Nourdine Azouz, bien sûr, comme tous les mercredis, directeur de rédaction de Reporter. Nourdine, bonsoir. Bonsoir, Ahmed. Alors, c'est une expression aujourd'hui qui est utilisée, usitée, transformation digitale, numérique, énormément dans tout le jargon du secteur, j'ai envie de dire. Comment se présentent les choses ? Que doit-on vraiment aujourd'hui définir comme priorité dans cette expression, dans cette définition ? Ammar Khadraoui. Alors la transformation digitale, ou le digital finalement, c'est beaucoup de choses. C'est un peu un fourre-tout. C'est de la tech, c'est du réseau social, c'est du système d'information, c'est des objets connectés, c'est des robots, c'est des algorithmes, c'est des choses qu'on voit, c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est des autoroutes qui sont nécessaires. Sans data center, on ne peut pas y arriver. C'est énormément de choses. À chaque fois qu'on avance, on prend du retard et en même temps, à chaque fois qu'on avance, c'est une question de knowledge et du coup, il n'y a plus de limites et donc on peut prendre de l'avance. Donc c'est assez intéressant comment toutes les nations qui ont pris du retard sur les différentes mutations technologiques peuvent aujourd'hui faire le pas de prendre de l'avance pour le futur. Mais c'est une question prospective, c'est la nécessité de faire d'aujourd'hui le levier de demain et la compétitivité, c'est pas de la compétition, c'est notre capacité à être rentable, à être économiquement viable, à durer, à perdurer. Et du coup, ça veut dire que c'est des financements, c'est des hommes, c'est des usages. Il faut créer des nouveaux marchés, des nouvelles logiques, mais il faut aussi faire en sorte que l'entreprise elle soit forte. Et pour qu'elle soit forte, il y a des choses qui sont empiriques sur lesquelles on peut pas faire sans. On peut plus faire sans le système d'information. Aujourd'hui, une entreprise, elle doit appuyer sur un bouton et savoir ce qui se passe. Elle doit avoir toutes ces transactions qui sont digitalisées. On a des nations aujourd'hui qui sont en zéro papier dans toute la chaîne de valeur administrative. On parle plus du citoyen, mais finalement le citoyen est un usager à part entière à qui on dessert un service. Et le service, c'est une création de valeur. Et la création de valeur, c'est pas une rentabilité, c'est une profitabilité. C'est de la création de richesse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais créer un savoir, il va me permettre d'aller au-delà. Quand on voit nos voisins qui sont classés sur l'intelligence artificielle parmi les 100 meilleures entreprises, finalement, il n'y a que le savoir qui l'a permis. Mais il y a aussi tout un écosystème qui l'a permis. Et je pense que cet écosystème aujourd'hui, on doit plutôt le placer dans l'évaluation de ce qu'il apporte comme création de richesse
plus que dans l'intention et sa volonté de faire des choses. Alors, comment les entreprises algériennes sont en train de vivre cette transformation? C'est trop beau, j'ai envie de dire, tout ce que vous racontez là, mais la réalité sur le terrain, nos entreprises à nous. Nos entreprises à nous, déjà, elles ont une grande difficulté face au capital humain parce que la transformation, les transactions, les opérations, c'est des hommes. Et nous, aujourd'hui, on a une hémorragie. Enfin, quand je dis aujourd'hui, ça fait des décennies qu'on a des hémorragies du capital humain. Ceux qui restent sont vaillants, ceux qui restent agissent, mais il faut qu'on arrive à créer cette intelligence collective de la durabilité. Il faut qu'on arrive à mettre en place des systèmes qui sont viables. On ne va pas inventer la pluie, on voit beaucoup de projets actuellement qui disent on va créer les systèmes d'information algériens pour devenir autonomes. Mais ce n'est pas possible d'aller créer un système alors qu'il y a des systèmes existants depuis une soixantaine d'années avec plusieurs millions d'utilisateurs qui travaillent dans des centaines de secteurs d'activité. Donc on y arrive en exigeant, à mon sens, que le système d'information soit au cœur de l'entreprise. La deuxième chose, c'est faire en sorte qu'on comprenne ce que l'on veut créer comme valeur et comment on veut se connecter. Aujourd'hui, on fait du marketing sur les réseaux sociaux, mais la valeur ajoutée, on ne la garde pas chez nous, on ne la capitalise pas. Ça passe par des circuits assez informels. Et en même temps, ça rapporte de la valeur indirectement, voire directement, mais on n'arrive pas à capter les choses. Donc l'écosystème doit créer des connexions pour faire en sorte que chaque chose que l'on met en place, elle soit localisée et glocalisée. Localisée parce que on doit pouvoir faire les choses ici, avoir la connaissance ici, avoir la compétence ici, mais glocalisée parce que finalement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans les grands acteurs. Il faut qu'on arrive à créer des pure payeurs. L'entreprise algérienne a besoin d'entreprises de services qui sont présentes, qui sont installées. En Afrique, on a des sociétés d'intégration de plus de 400, 500, 1000 personnes. Nous, nos sociétés d'intégration, de sociétés de services, on n'a pas beaucoup de ressources humaines. C'est même pas la question de la ressource humaine, c'est que le marché n'est pas assez vaste pour permettre aux sociétés de services de s'émanciper, de s'épanouir et surtout d'investir au service de l'entreprise. Il faut qu'on structure aujourd'hui la dynamique que l'on veut mettre en place. On veut des objets connectés, on veut de l'intelligence artificielle. C'est bien beau, mais pour quel usage? Alors qu'aujourd'hui, on est encore en train d'avoir des supply chains traditionnelles, de la logistique traditionnelle, d'avoir une incapacité de suivre nos stocks, une incapacité d'avoir une transparence sur notre trésorerie, d'avoir une incapacité de gérer notre capital humain. Il y a des fondamentaux, à mon sens, pour que ce digital se développe, pour que ce digital s'émancipe et pour qu'après on réponde global. On ne crée pas des sociétés pour répondre uniquement à un marché local. C'est ça le défi de la compétitivité. Nordine Azouz, première réaction? Oui, je suis agréablement surpris par la façon dont Ammar explique, présente les choses. Et il y a beaucoup de choses vraies dans ce qu'il dit. C'est vrai que quand on parle aujourd'hui de digitalisation et de milieu d'entreprise dans notre pays, il faut dire que nous sommes en situation d'un balbutiement, de quelque chose de tout à fait nouveau. Qui n'est en rien comparable à ce qui se passe dans les pays développés, encore moins dans certains pays africains qu'on regarde aujourd'hui comme modèle. Je parle du Kenya, par exemple, etc. Je voudrais revenir juste un peu à la différence entre transformation numérique, transformation digitale, etc. Pour certains, parler de transformation numérique ou digitale, c'est une coquetterie linguistique, c'est-à-dire que ça parle de la même chose, ça désigne la même chose. Pour les puristes, il y a une différence. La numérisation, pour certains, en fait, c'est les tâches domestiques tous les jours, comme vous et moi, devant votre micro, etc. La digitalisation, c'est passer à autre chose, à un macro-processus, à parler d'entreprise et de logique d'entrepreneuriat. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, pour revenir, apporter un complément à ce que vient de dire Darwin, nous sommes beaucoup plus, nous, au stade d'un début de numérisation.
Et le marqueur aujourd'hui qu'on a aujourd'hui, c'est le débat qu'on a autour des startups, qui sont considérées aujourd'hui comme la voie royale à l'entrée de l'Algérie dans la digitalisation. C'est un débat. Mais une start-up, c'est une start-up. C'est une jeune pousse, c'est une petite entreprise qui n'est pas en mesure de peser comme pèsent, par exemple, les grands acteurs du numérique à l'échelle mondiale. Et je n'ai pas besoin de les citer aujourd'hui. Donc, pour résumer, nous sommes en situation de balbutiement, peut-être de quelque chose qui ressemblerait à un frémissement, mais pour l'instant, c'est sans plus. Parfait. Ammar Khadraoui est en ligne avec nous, en visio. Pardon, c'est Mehdi Kawar. Ammar Khadraoui est présent à Alger. Voilà, je m'en mêle les pinceaux. Voilà, on a eu du mal à la voir. Ouf, j'avais chaud parce qu'une émission de transition numérique sans pouvoir établir une visio est très compliquée à expliquer par la suite. Mehdi Gawar, bonsoir, vous êtes avec nous en ligne, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, on vient à peine de commencer, vous rentrez du boulot, je sais que vous avez une journée assez chargée. Merci d'être avec nous si tard, surtout qu'il y a un décalage horaire entre nous et vous en ce moment. Alors, on venait à peine de commencer pour un peu planter le décor, parler de cette transformation digitale, de cette transition numérique que connaît le monde et du cas Algérie. Allez, un premier commentaire déjà sur la situation des entreprises algériennes en la matière. Je vous en prie. Alors déjà, bonjour à vous, bonjour à Monsieur Khadraoui et Monsieur Azouz. Bonjour. Alors la situation des entreprises en Algérie. Alors aujourd'hui, de toute façon, la transformation digitale, c'est une question vitale. Toutes les entreprises doivent faire leur transformation digitale parce que de toute façon, il faut qu'elles s'adaptent à l'économie digitale. Aujourd'hui, on a bien vu dans le Covid, tout le monde devait se connecter à distance pour travailler, tout le monde devait utiliser des outils de collaboration pour pouvoir travailler. Alors, pour ce qui est d'Algérie, donc alors moi j'ai une entreprise IT en Algérie, donc effectivement on est bien on est au fait de la transformation digitale, mais après je suis pas sûr qu'en Algérie toutes les entreprises aient atteint le niveau de maturité qui va bien pour la transformation digitale, mais il y a une dynamique, il y a pas mal d'entreprises qui sont en cours de réalisation et de cette transformation digitale et qui déploient des outils numériques justement pour numériser leur process au sein de l'entreprise et améliorer leur productivité. Alors Mehdi, peut-on parler d'une période d'avant et d'après Covid, parce que tout le monde le constate aujourd'hui, en tant qu'observateur, puisque vous avez à la fois une place ici en Algérie, mais aussi outre-Méditerranée. Est-ce que vous pensez que réellement les choses ont changé depuis cette crise sanitaire ? Alors, la transformation digitale, elle a commencé avant le Covid, mais la pandémie Covid a amplifié justement cette nécessité, cet impératif de réaliser cette transformation digitale. On a bien vu que avec la pandémie Covid, tout le monde devait travailler à distance. On devait faire ses achats en ligne, on devait faire ses réunions via le cloud. Donc cet après-Covid, le Covid a montré a amplifié le fait que la transformation digitale est une nécessité absolue. Mais ça a commencé avant le Covid, la transformation digitale. C'est pas le Covid qui a créé cette dynamique-là, elle l'a amplifiée. D'accord, bien sûr, vous restez en ligne durant toute l'émission avec nous et vous allez intervenir au fur et à mesure. Ammar Khadraoui, cette question d'après-Covid, elle vous inspire aujourd'hui des anecdotes, en tous les cas, intéressantes certainement à raconter? En fait, elle a créé des prérequis, des exigences. Elle a montré toutes les contraintes auxquelles on fait face. Elle a aussi mis l'homme face à sa réalité, la performance, notre rapport au travail, notre rapport au process, notre rapport à la mesure de la performance. Quand on n'est pas au quotidien les uns avec les autres, on ne peut plus cacher ses idées, il faut être succinct, il faut aller à l'essentiel, il faut matérialiser ses idées, il faut faire en sorte de répondre très vite. Les gens en période de Covid qui ont travaillé à distance ont plus travaillé, ont été plus réactifs et ont travaillé de manière plus performante. Ils étaient rentables. Je ne sais pas si la question elle est dans la rentabilité ou pas, parce que c'est un coût qui est assez élevé. Ça a demandé beaucoup d'investissements. Ça a fait perdre beaucoup d'activités en face, le Covid. Il ne faut pas oublier qu'on a eu une très forte récession sur toutes les activités. La consommation a baissé. Il y a beaucoup de pans de l'économie qui ont été mis dans le off. Moi, je pense que
il faut qu'on se dise les choses, et j'aimerais donner des exemples très concrets. Une transformation, c'est pas changer. Changer, c'est modifier ce qui existe. Transformer, c'est créer ce qui n'est pas. Je prends un exemple d'une chaîne de valeur comme la demande de permis de construire. C'est l'État qui est face à des entreprises ou à des personnes, des citoyens qui demandent de construire. Donc il y a tout un dossier qui est apporté, tout un contrôle qu'il y a à faire. Il y a le lien à la propriété, le lien à l'urbanisation. Il y a énormément de... Il y a une expérience qui a été faite en Afrique où un jeune de 27 ans est allé voir l'administration de la capitale en question et leur a dit « Moi, je vais créer un bureau. Dans ce bureau-là, je vais développer un logiciel dans lequel je vais matérialiser informatiquement les différentes étapes, ce qu'on appelle communément un workflow. Et en même temps, je vais mettre en place des indicateurs de performance qui sont liés au délai. Qui vont aller, à chaque fois qu'il y a un retard, faire des automatismes, je vais faire un rappel, et puis après je vais cascader. Et qui dit à l'administration, la difficulté, c'est que vous recevez 1 million de personnes par mois, moi j'ai besoin par année, moi je ne peux recevoir que 200 000 personnes. Et donc ils ont fait une analyse, non pas en essayant de régler un problème, mais en partageant des idées. Et ils se sont dit finalement, au lieu que ce soit le citoyen ou le promoteur qui se déplace, on va faire en sorte de demander à ce que ce soit l'architecte qui se déplace. Et puis au lieu de complexifier le prix ou ce soit un tarif selon le dossier, finalement on va faire des tarifs standard. Puis finalement, au lieu que ce soit l'État qui récupère l'argent et puis après qu'on fasse un rapprochement et qu'on valide, c'est ma société, ma petite société à moi qui va vérifier. Et puis en même temps, finalement, moi, je vais me prendre mon petit pourcentage parce que c'est mon système et mes collaborateurs et je vais venir me plugger. Et puis, mais pour que ça fonctionne, il faut qu'on se mette d'accord, il faut qu'on signe un contrat. Parce que finalement, toute société, que ce soit une société citoyenne ou une société en tant qu'entreprise, elle est basée sur un contrat de confiance. Et donc, on va signer un contrat comme quoi le process, il se fait en 30 jours. Un process qui se faisait en plus de 181 jours quand il n'y avait pas des décalages. Au bout de 6 ans, cette expérience-là, ce système d'information-là, cette start-up, dans le pays en question, elle est présente dans plus de 12 grandes communes de la commune. Si on va encore plus loin, ça veut dire qu'on est capable d'avoir le référentiel unique du citoyen et de savoir qui a construit. On est capable de savoir à partir des données qu'on recueille, les métrages, etc., avec de simples algorithmes, parce que l'urbanisation est respectée ou pas respectée, en faisant des moyennes. Et tout ça, ça répond à une histoire de compétitivité, c'est-à-dire qu'on permet à des citoyens, sur une période donnée, de réduire le temps de la construction, de réduire le temps de la décision, que toute l'information soit transparente à tous les moments de la chaîne de valeur et que du coup on va aller plus loin dans nos capacités de créer un écosystème qui génère de la valeur. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la data, comme dans beaucoup des pays qui appartient à l'État, mais elle est ouverte. Si elle est ouverte, ça veut dire que d'autres peuvent l'utiliser. Ils vont l'utiliser pour faire quoi ? Pour documenter, pour faire des études, pour proposer. Et du coup, avec une idée, ils ont créé tout un écosystème. C'est ça la digitalisation. La digitalisation n'est là que pour le bien-être de l'usager. Alors, est-ce qu'on peut parler de... Oui, il y a un point sur lequel vous souhaitez rebondir, Nordine ? Pour répondre précisément à ta question, c'est vrai que la dématérialisation du travail ne date pas de l'arrivée du Covid, et que l'on a des sociétés et des réseaux d'entreprises qui étaient inscrits dans ces logiques de dématérialisation depuis très très longtemps. Bien avant la crise sanitaire. Absolument. Ce qui a été démontré pendant la crise sanitaire, c'est que les entreprises, les acteurs économiques qui avaient dématérialisé se sont mieux adaptés, ont pu limiter les dégâts des effets et des conséquences de la crise sanitaire. Ça, c'est indéniable. Par contre, les personnes qui considéraient que c'était de la science-fiction et qu'il ne fallait pas aller très vite dans la digitalisation et dans la dématérialisation
de nos systèmes d'entreprise, de travail, se sont retrouvés en situation soit de décompression d'effectifs passifs, soit carrément de fermeture. Ça, c'est un point sur lequel il faut insister. On revient encore, c'est un point pour dire à quel point la digitalisation est un enjeu fondamental aujourd'hui pour l'avenir de l'économie de l'entreprise. Alors, Ammar, est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour finalement passer à cette digitalisation, à cette numérisation de l'économie? Est-ce qu'il y a des critères à suivre? Là, certains parlent carrément d'un référentiel national normalisé. Peut-on vraiment tenir ce genre de langage ou il n'y a pas de règles? Chacun y va avec ses idées. J'ai du mal à croire qu'un référentiel va changer les choses. Ça va trop vite. On va faire un référentiel pendant 1 an. À la fin de l'année prochaine, la donne va changer. Qu'est-ce que serait d'abord ce référentiel on peut cartographier les 4 couches du digital, mais les 4 couches du digital, elles évoluent. Vous savez, aujourd'hui, on est en Algérie en train de réfléchir, en Afrique, même en Europe, sur la 5G. Vous savez que la 6G est déjà déployable, est déjà prête dans certains... Elle est dans le pipe. Elle est dans le pipe. Mais pourquoi elle est dans le pipe? Parce qu'elle sert un usage. Elle sert toute la stratégie du métaverse, de créer un monde complètement virtualisé. Ce monde complètement virtualisé, il est déjà présent, il existe déjà. Alors moi, j'ai dans l'entreprise des réflexions très claires. Moi, je prends 2 indicateurs. Le taux de couverture des activités par le système d'information. Combien se fait par le papier, combien se fait par le digital. Ça me montre la maturité. Et après, quel est le taux de maturité de ces applicatifs-là? Est-ce que je fais des choses parce que j'ai imposé de refaire ce qu'on fait sur le papier à l'informatique, ou est-ce que j'ai imposé à mon organisation de s'adapter, de prendre en maturité? Ça demande beaucoup de conduite du changement. Deuxièmement, qu'est-ce que je fais pour les usagers derrière? Un usager, c'est mon collaborateur, c'est mon client, c'est l'État qui me demande des informations, il faut que je sois... C'est mes actionnaires, c'est... Comment est-ce que je fais en sorte de mettre en place des systèmes qui me permettent de disposer de mon information, de mes référentiels de données, mes articles, mes clients, ma base client, ma base fournisseur, mes bons de commande, etc. Mais là, on est vraiment dans des choses qui devaient être clôturées il y a 20 ans. C'est des sujets qui sont passés et qui sont dépassés. Aujourd'hui, on voit dans certains secteurs d'activité comme la FMCG, par exemple, la consommation de masse, tous les vendeurs qui ont des scooters, qui font toutes leurs ventes avec leur téléphone et qui ont la petite imprimante derrière. Mais ça veut dire qu'on est branché en direct. Donc, faut pas croire qu'on est nu dans la digitalisation en Algérie. Il y a plein de choses qui se font. Et comment on appelle ça, vu qu'on n'est pas finalement le parent pauvre, mais ça, c'est chaque secteur d'activité qui va le faire. Le pharma, allez voir le pharma, allez voir les usines du pharma, vous avez du monitoring, on peut suivre ce qui se passe dans les usines, mais c'est vrai dans plein d'autres usines industrielles agroalimentaires ou dans le verre ou dans beaucoup de choses. En fait, on a... galvauder cette histoire de digital pour mettre tout. Il n'y a que l'arbre qui cache la forêt. On investit sur des sociétés qui, à mon sens, encore n'ont pas fait la preuve du concept, en tout cas n'ont pas fait la preuve du business model, parce que on doit construire les prérequis. On parle beaucoup de cloud actuellement, cloud. C'est juste pour dire on a besoin d'infrastructures. On ne pourrait pas avoir un marché de l'automobile, excusez-moi même d'en parler, mais c'est pas grave. Mais si on n'avait pas les autoroutes qu'on a nous ont permis... Oui, mais les autoroutes qu'on a, elles ont permis une belle économie. On a des success stories en Algérie. Le pharma, je le répète toujours dans mes présentations, le pharma est une super success story en Algérie. On était full importateur, on est devenu capacité d'exportation. On va tous dire, il y a des manques. On est après à de 200 unités de production à l'échelle nationale. Et en combien de temps? C'est pas rien, en l'espace d'une bonne quinzaine d'années. Donc il y a la volonté politique, il y a les acteurs privés, il y a les financeurs, il y a les acteurs privés multinationaux qui ont drainé un marché local. On a des super champions locaux. Et donc on sait faire des choses. On sait faire des choses quand on libéralise finalement et quand on a énormément d'investissements qui se font et que les investissements sont structurés. Parfait. Après, il faut juste, si vous permettez qu'on se mette d'accord sur les choses, on importe tout.
on ne peut pas tout créer non plus. Donc, il faut trouver Le mix. le mix et où est-ce qu'on va, on va être bon et on va pouvoir protéger. Et le reste, il faut être concret. On peut rien faire sans ordinateur. Donc, soit on produit les ordinateurs, soit on continue à les importer. Pareil pour les serveurs, pareil pour tout le reste. Mehdi Gawar, vous avez certainement des choses à dire là-dessus, après toutes ces analyses, mode d'emploi, aujourd'hui le référentiel. Allez-y. Tout à fait. Alors, par rapport à votre notion de référentiel, alors oui, effectivement, on peut définir un espèce de standard qui indique le niveau de maturité des entreprises dans leur transformation digitale. Il y a des standards qui existent pour donner le niveau de maturité des entreprises dans les process, le CMMI par exemple. Après, quel objectif, quelle utilité? Ça pourrait donner une indication sur qu'une entreprise est arrivée à tel niveau de maturité dans le digital et de fournir un label entreprise digitale. Mais encore une fois, je ne sais pas trop à quoi ça pourrait servir. Pour moi, ce qui est important, c'est surtout d'aider les entreprises à réaliser leur transformation digitale. Moi, je me rappelle quand j'étais directeur de la stratégie chez Mobilis, on avait fait une enquête sur les PME, et bon, c'était il y a 10 ans, et on avait vu qu'il y avait un nombre considérable de PME qui n'avaient même pas d'email, quoi. Il n'y avait même pas d'email, donc vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, il y a vraiment, si vraiment on veut faire quelque chose, comme la transformation digitale, c'est quand même quelque chose qui est indispensable, c'est à l'économie. Il faut se donner les moyens d'aider les entreprises, comme on fait pour la cybersécurité, d'aider les entreprises à réaliser la transformation digitale, c'est-à-dire à se doter, à se former, à se doter des outils numériques, à se former sur les outils numériques, à faciliter l'accès au cloud, parce que le cloud, c'est la pierre angulaire de la transformation digitale. C'est là-dedans qu'on va. Aujourd'hui, tenez par exemple, aujourd'hui, là, Skype, c'est du cloud. Je peux communiquer avec vous parce que j'ai Skype. Sinon, je ne pourrais pas. Donc, vous voyez, c'est vraiment le cloud, c'est la pierre angulaire. Et il y a un point d'attention là-dessus, c'est que cette transformation digitale aussi engendre des risques de cybersécurité. On a vu dans le Covid aussi que le fait que tout le monde soit connecté à distance a entraîné des problèmes de sécurité. Il y a eu pas mal d'attaques. Le nombre d'attaques en cybersécurité a explosé du fait justement de ces accidents et indirectement de cette transformation digitale. Donc moi, je suis vraiment pour qu'il y ait réellement une aide alors je vais aller un peu fort, mais en tout cas un sponsoring de l'État dans cette transformation digitale. Dans d'autres pays, ils le font. Il y a des pays qui aident à la transformation digitale du monde des entreprises. Alors, je reste toujours avec vous et certainement tout à l'heure Ammar Khadraoui pourra également dire son impression là-dessus. Pour ce qui est de la refonte du business model des entreprises, là aussi c'est une piste qui est avancée, Mehdi Gawar. Et je pense notamment et surtout aux startups qui elles-mêmes sont à fond dans ces nouvelles technologies. On imagine d'ailleurs que la quasi-totalité des startups adhèrent fortement à toute cette transition. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment avancer cette idée de refonte du business model ? Oui, tout à fait. Alors, quand vous dites refonte du business model, il y a deux choses. La transformation digitale va bien sûr améliorer la productivité. Donc, du coup, on va diminuer les coûts, on va permettre une meilleure fiabilité, etc. Mais aussi, ça va permettre alors, le fait de transformer de faire la transformation digitale en entreprise, ça va changer aussi la façon de travailler l'entreprise. Donc la manière dont l'entreprise va être organisée va changer, parce que de toute façon, il n'y aura pas les réunions présentielles, il y aura les réunions à distance, il n'y aura pas les mêmes process qu'on avait lorsqu'on n'utilisait pas d'outils numériques, et il n'y aura pas la même façon d'aborder le client. Mais en même temps, ça va créer aussi un écosystème et ça va permettre le développement de nouveaux métiers. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, par exemple, typiquement une entreprise qui faisait de la restauration, il y en a plein qui se sont reconvertis dans la livraison de repas à domicile, par exemple, typiquement. Il y a des commandes online. On a vu que Uber Eats, ça a fait un succès fou, enfin en Europe en tout cas, voilà. Donc il y a dans le business model, la transformation digitale va avoir un impact dans le fait qu'elle va créer de nouvelles activités. Et elle va permettre justement aux entreprises de gagner des marchés, de gagner en bénéfices, justement grâce à toutes les opportunités que peuvent permettre cette transformation digitale en termes de services d'accès distant, en termes de services centrés sur le client, etc. Parfait. Ammar Khadraoui, on est finalement dans une sorte de cercle vertueux. On est dans une systémique. C'est-à-dire que dès qu'on touche à quelque chose, on touche finalement à l'ensemble. Un business model, c'est quoi? C'est des briques de l'entreprise, d'accord, sur lesquelles on prend des décisions. Je donne un exemple. Je décide de commercialiser par des distributeurs.
C'est mon business model. La digitalisation doit apporter quelque chose. Vous recevez un SMS? Non, même on est pas, en direct. Bon. Même pas, c'est mon petit horaire. C'est le thème du jour. C'est mon petit réveil. Allez, on vous réveille à cette heure-ci. Ah oui, je me rappelle de choses à cette heure-ci. Je décide de transformer mon business model et de vendre par Internet. Mais ça demande énormément de choses. Ça veut dire que j'ai plus la main sur mon circuit. J'ai plus le face-à-face, qu'on appelle pas le checkpoint, mais le touchpoint, avec mon client. Ça veut dire que je laisse la porte ouverte à tout le monde à critiquer et à proposer. Ça veut dire qu'il faut que je vérifie l'identité de la personne. Ça veut dire qu'il faut aussi que je sois capable d'être sûr que là où il veut être livré, je sois sûr que c'est le bon point. Mais il faut être sûr qu'il me paye. Vous savez, l'un des plus grands problèmes du e-commerce, c'est que j'y vais, je livre et il change d'avis. Et moi, j'étais prêt à recevoir. Mais non, là, il faut que j'ai le paiement. Le paiement et la data du citoyen ou du client, c'est de la sécurité. Et donc, tout ce que je vais générer et la digitalisation doit me permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc, derrière mes process, ils devraient être super informatisés. Je dois avoir des moyens de pilotage de la data. Les startups, elles sont là pour permettre aux grandes entreprises de trouver des solutions qu'elles n'ont pas dans le marché et qu'elles ne savent pas faire en interne parce que le temps de la décision, le temps de la prise de l'activité du projet... Externaliser certains segments. Oui, il est trop long dans l'entreprise, il est beaucoup plus court. Là, on est dans l'open innovation, ça marche. La deuxième chose, c'est que la start-up, elle est là pour scaler très vite, pour aller très très vite. Elle s'adapte plus facilement. Grande entreprise. En fait, son métier, c'est de s'adapter en permanence. C'est ça. On dit que une start-up qui lance son produit et quand elle lance son service, les clients sont satisfaits, c'est qu'elle a lancé trop tard. Du coup, il faut le lancer très vite, il faut écouter, être à l'écoute du marché, être très agile, modifier. Et donc là, ça veut dire que les développeurs, il faut qu'on les ait derrière nous, qu'on les ait à disposition. Mais je répète, aujourd'hui, comment on fait du paiement en ligne ? Il faut que ce soit complètement libéralisé. Il faut qu'on ait une vraie confiance autour de ça. Il faut il y a tous les pans de l'économie qui sont informels, qu'il faut qu'on rentre dans la sphère officielle et formelle. Dans la sphère économique officielle, oui, tout à fait. Nordin ? Oui, un élément par rapport à ce que vient de dire Segawar à propos de possibilité de sponsoring du secteur de digitalisation. Oui, c'est une bonne idée. Mais il y a autre chose aussi qu'on est en train un peu de mettre à l'écart et qui est un sujet d'actualité. S'il doit y avoir un engagement des pouvoirs publics et du gouvernement, d'abord, il faudrait que cet engagement se poursuive dans la mise en place d'un véritable environnement qui permette une activité, une économie digitalisée, si je puis dire. Aujourd'hui, on est encore en train de parler de l'Internet et de taux de pénétration. Je crois que c'est quand même significatif de quelque chose qui relèverait de l'handicap ou des difficultés justement à arriver à une économie digitalisée. On parle encore de la qualité du débit. Donc voilà, à mon avis, le travail qui est fait aujourd'hui pour la mise en place d'un écosystème, d'une infrastructure pour que l'Internet soit accessible à tout le monde, pour qu'il devienne véritablement un outil, un vecteur économique et de compétitivité, comme vous avez dit en début d'émission, il faudrait qu'on continue à travailler. C'est vrai qu'il y a eu des choses très intéressantes et des progrès importants. On parle aujourd'hui d'un taux de pénétration d'Internet de 60%. 4% de plus qu'en 2021. Je cite là le rapport du GAN, qui est un acteur associatif très attentif à ce qui se passe. Mais il faudrait qu'on aille plus loin, parce que l'ambition, justement, c'est digitaliser et faire en sorte que ceux, aujourd'hui, qui sont formés aux nouveaux métiers de demain, à l'économie de demain, aujourd'hui, puissent trouver un écosystème, une infrastructure favorable à leur activité. Voilà. Amar ? J'aimerais juste rappeler une anecdote. Lorsque DHL en Allemagne a mis en place son système d'information, la refonte de son système d'information, elle a restructuré son business model, toutes ses activités. C'est récent ? Il y a 3 ans. Ils ont mis le système d'information leader mondial, on va pas le citer pour pas faire de pub. Ils ont échoué le projet. Lorsqu'ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas réussi le projet, 7 points de perte en bourse. Ça veut dire des milliards d'euros de perdus. La digitalisation, c'est un process. La digitalisation, il y a d'abord le cœur de l'activité qui doit être mise à l'intérieur. Donc, il faut qu'on a. Deuxièmement,
on a vu beaucoup de pays européens défiscaliser les investissements en système d'information, en équipement, en infrastructure, en passant dans les nouveaux modèles, en investissant sur des sociétés innovantes. Je pense que l'idée de sponsoriser, elle peut être indirecte, elle peut être non pas que l'État débourse, mais que l'État défiscalise, par exemple, créer des facilitations, parce qu'en plus, ça va augmenter l'assiette fiscale et finalement, c'est ça le vrai cœur du sujet, c'est comment j'augmente l'assiette fiscale. Et puis, il faut aussi faire en sorte que toutes ces sociétés de services aient les moyens de recruter et les moyens de mettre en place leur politique pour, garder les collaborateurs. Si on est asséné par les charges sociales et patronales et fiscales, on n'arrivera pas, on n'est pas compétitif. Vous savez, on a des jeunes qui sortent de l'école d'informatique, qui rentrent dans nos sociétés. Au bout de 3 mois, ils sont recrutés à l'étranger en travaillant depuis chez eux en Algérie et en touchant un salaire en euros à l'étranger. Il sort d'école, vous le payez 85 000 dinars. Il est recruté par une société européenne à 1 600 euros, 1 200, 1 300 euros dans un compte hébergé en Lituanie. Il n'a qu'à changer 400 euros, il n'a plus besoin de votre salaire. La réalité est là. Voilà. Alors, est-ce que cette approche de transformation digitale est différente selon le secteur d'activité, selon la taille de l'entreprise, selon les besoins? Comment on peut aujourd'hui expliquer cette différence? Évidemment, une petite entreprise, elle a besoin d'utiliser une super start-up qui est algérienne et qui permet, ou il y en a 2 ou 3 même, qui permet de facturer en ligne. La donnée, elle est là. J'ai un système d'information, ça me permet de faire des devis, ça me permet de faire des factures, ça me permet de dire qui m'a payé, de suivre qui m'a payé, qui m'a pas payé. Une petite entreprise, elle a besoin de ça. Une entreprise moyenne, c'est un peu plus difficile. Elle a besoin d'un système d'information étoffé, de sécuriser sa donnée. Elle a besoin d'avoir. Il faut des, comment on appelle ça? Il faut des serveurs. L'idée du cloud, elle est là, mais l'idée du cloud, c'est compliqué parce qu'il y a toute la problématique de la donnée à l'étranger, pas à l'étranger. Pour moi, c'est un faux débat en réalité, mais je pense que comment on appelle ça? Ce serait un autre sujet. La grande entreprise, la très grande entreprise, les groupes, là, par contre, c'est une autre question. Dans l'industrie, il y a un indicateur qui dit que l'investissement de système d'information digitale d'une entreprise, c'est 3,7% du chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une société qui fait 100 millions d'euros devrait investir presque 4 millions d'euros tous les ans dans ces systèmes d'information et ces systèmes informatiques. Vous arrivez à capter? Ouais. Dans la banque, son outil production, sa machine, c'est le système d'info. Le système d'info, il plante, on n'a plus de données. L'assurance, c'est la même chose. Les sociétés... C'est vital aujourd'hui, c'est clair. Même c'est vital aussi. Il a besoin de système d'information. On peut plus. À partir de là, on peut bâtir tout ce qu'on veut. Et on a des petites sociétés de services, des plus grandes sociétés de services qui sont prêtes. Mais il faut faire confiance à l'écosystème. D'accord. Juste encore une idée sur le sponsoring. Oui. Ce qui vient d'être dit. C'est un mot qui vous plaît. Oui, sponsoring de l'État. C'est vrai que ça sort de l'ordinaire. Sur les charges qui pèsent sur les opérateurs qui sont dans le digital. Je vous rappelle qu'en début d'année, le chef de l'État a décidé de geler les charges douanières sur des matériels informatiques. Ce n'est pas anodin parce que les acteurs du secteur sont... Alors que ça a été adopté juste avant, carrément, par l'Assemblée nationale. Ces acteurs-là... Mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire que les acteurs de la société civile et les acteurs de l'entreprise sont écoutés. Ça veut dire qu'on a face à nous une gouvernance qui écoute. Et une oreille attentive parfois. Il y a beaucoup de dialogue. Les patronats ont fait beaucoup de travail là-dessus. Et du bruit autour de cette question. Oui, mais en fait, ils ont exposé le problème d'une manière très simple mais très profonde en fait. Comment voulez-vous par exemple, parce que je vais vous dire, la numérisation pour moi commence à la maison. Chez vous avec vos enfants, si vous avez un outil informatique, déjà vous avez un pied ou une main dans l'informatique. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'accéder par votre pouvoir d'achat à ce type de matériel, vous ne pouvez pas vous familiariser avec ça et demain peut-être
construire une entreprise ou autre chose. Donc, ce qui a été formulé par ces acteurs-là est non seulement intéressant. Eux, de toutes les façons, ce qu'ils veulent, ce n'est pas uniquement un gel. Pour l'instant, c'est un gel. C'est carrément une sortie de ces charges douanières pour que on revienne à une situation T où l'on pouvait, vous et moi, acheter un ordinateur ou une tablette pour justement être déjà vivre votre temps, parce qu'aujourd'hui tout le monde est connecté. C'est vrai qu'on le fait de manière ludique à travers nos mobiles, etc. Mais à un moment ou à un autre, on passe à autre chose et on passe du divertissement ou du ludique à l'utilitaire. Et sans un matériel accessible, que ce soit pour la personne lambda ou pour un groupe d'entreprises, quelle que soit sa taille, on ne peut pas prétendre à la mise en place d'un écosystème qu'on voudrait, justement en fonction de cette problématique qu'on développe sur la digitalisation. Mehdi Gawar? Oui, alors par rapport à la question sur est-ce que ça dépend du type d'entreprise, oui, effectivement, les investissements pour la transformation digitale vont être différents suivant la taille d'entreprise et le type d'entreprise, effectivement. Mais en fait, c'est un besoin de toute façon, mais ça reste un besoin qui est nécessaire et indispensable pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Alors c'est vrai que les entreprises bancaires, les assurances vont énormément utiliser la transformation digitale parce que tous leurs process sont numérisés, ils utilisent de big data, ils font du profilage de clients. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a les entreprises, notamment l'entreprise 4.0 aujourd'hui, tout est utilisé. On est en train de faire une transformation digitale sur toutes les entreprises, enfin, qui font de la production industrielle, justement en automatisant tous les process industriels et de récupération des données via des capteurs, etc. Ça touche aussi l'agriculture. Hein. L'agriculture, aujourd'hui, elle a amorcé une transformation digitale. Alors, je parle en Europe, hein, mais où justement, ils réalisent, grâce à des process automatisés et numérisés, tout ce qui est gestion de l'agriculture au quotidien, sur la gestion des engrais, etc. Donc, pour moi, c'est effectivement, ça dépend du type d'entreprise, du secteur d'activité, mais il y a quand même ça reste un besoin qui reste indispensable pour toutes les entreprises. D'accord. Alors maintenant, pour ce qui est de la compétitivité, c'est un peu le second volet de la thématique qui s'affiche en bas de l'écran. Finalement, c'est ce levier-là, c'est ce booster-là, la compétitivité, qui pousse toutes les entreprises à adhérer fortement à cette digitalisation, à cette transition digitale, numérique. Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a le fait, effectivement, la compétitivité, c'est-à-dire que la transformation digitale va permettre d'améliorer donc la productivité d'entreprise. Oui, effectivement, il y a plein de bénéfices. Hein. Il y a une plus grande. On va améliorer, donc faciliter la collaboration à l'interne. Donc on va automatiser tous les processus, notamment les processus de vente, les processus commerciaux. On va avoir une meilleure productivité. Alors effectivement, on sera plus compétitif. Mais il y a surtout un point important, c'est que ça va permettre de se caler sur l'économie digitale, parce qu'aujourd'hui on a une économie digitale. Donc les entreprises, elles peuvent pas rester. C'est pas juste une question d'améliorer, de réduire leurs coûts, d'améliorer leur rentabilité. C'est réellement se caler au marché d'aujourd'hui, qui est une économie purement digitale. Et il y a un autre troisième point que je voudrais citer, c'est quand même l'évolution, parce qu'aujourd'hui, cette transformation digitale, outre la productivité, le fait de se caler sur l'économie digitale, va permettre d'avoir une entreprise qui soit évolutive. Parce que quand on a des process informatisés, des process numérisés, c'est beaucoup plus facile de faire évoluer une entreprise, de leur faire passer d'un état A à un état B, que lorsqu'on a des process qui ne sont pas du tout digitalisés. Très bien. Ahmad Khadraoui, cette question de compétitivité, elle vous tient à cœur. Hein. En fait, moi, le système d'information, la compétitivité, ça me tient à cœur. J'ai envie juste de rappeler, on parle de 4.0, on va revenir au 1.0, le logiciel de gestion d'entreprise. 2.0, on intègre toute la partie, toute la dynamique autour du web. Le web arrive, mais c'est un web qui catalyse une data, qui met à disposition une information. On arrive au 3.0, les réseaux sociaux arrivent, les communautés se créent, on parle de big data. Le contenu qui est créé est beaucoup plus rapide et dépasse tout ce que lui-même peut absorber. Et donc, il crée aussi un lien direct avec des populations. C'est ça la grande révolution que ça a apporté. 4.0, on va beaucoup plus loin et on fait en sorte que l'objet connecté, et on fait en sorte que la big data, et on fait en sorte que l'intelligence artificielle, que la robotique fonctionne, tout ça, ça fonctionne ensemble. Du coup, à chaque fois, on a exigé au début dans le logiciel des ordinateurs. Quand on a mis Internet, on a commencé à avoir besoin de connexion.
Il n'y avait toujours pas de smartphone à l'époque. Quand on a commencé à créer des usages autour du réseau social, des communautés, je me rappelle, c'est Doctolib au début, Doctissimo au début en France qui a commencé à donner de l'information médicale et qui après a créé un chat et un forum. C'est comme ça que ça s'est développé en Europe jusqu'à ce qu'il devienne coté en bourse. Et après, on crée des réseaux sociaux et on crée des communautés. Waouh! Là, on commence à avoir finalement une libéralisation totale du contenu, une libéralisation totale de la capacité à interagir, à se connecter les uns avec les autres. Évidemment, ceux qui avaient du système d'information, qui avaient des connexions web et des bons PC, bien sûr qu'ils ont pu en profiter. Parce que derrière, ils ont pu créer des e-commerce, etc. Et ils étaient en avance par rapport à d'autres. Ils n'étaient pas en avance, ils étaient dans leur temps. Il faut qu'on se dise les choses. On est has-been, on est en retard. Si on ne met pas en place... Parler de compétitivité. La compétitivité, c'est notre capacité à faire en sorte que le Chinois qui vend à 1 centime, on puisse le concurrencer. Je vous laisse réfléchir. Alors, les avantages, il y en a beaucoup, du moins pour cette attirance vers la compétitivité. On peut citer l'amélioration de la performance commerciale, marketing, l'amélioration de la relation client, la diminution des coûts de production, et j'en passe. La connaissance des clients, la connaissance des collaborateurs, être avec son client dans la poche pour faire du customer care. La fidélisation coûte cher, prendre soin de son client, ça coûte beaucoup moins cher. Connaître son collaborateur... en fait, le connaître, c'est anticiper ses besoins. Aujourd'hui, l'offre est supérieure à la demande. On est sur un marché qui est ouvert. Mais il faut aussi qu'on soit capable de créer du contenu. Moi, j'ai beaucoup envie de parler aussi de ça. On est dans des sociétés de... Vous parlez du contenu local. Ouais, quel qu'il soit, de la connaissance. On est dans le monde de la connaissance. Si on n'est pas capable à un moment de prendre 10 produits qui sont identiques, d'accord, qui sont sur la même gamme de produits, et d'aller dans la finesse, les analyser, faire des études et aller dire ce qui ne va pas, l'écrire, en parler. On n'arrivera jamais à pousser la concurrence, pousser les marchés à se structurer. Tant qu'on ne met pas le citoyen, l'usager, le consommateur au cœur de la problématique. On n'est pas dans de la compétitivité, on est dans des investissements, des coûts. Il faut vendre un peu plus cher pour être rentable. Ça me fait penser à celui qui a envoyé son fils en école de commerce et quand il est arrivé, ils ont fait une grande école de commerce et le papy a dit « mais qu'est-ce que tu as étudié ?» Il lui a dit « papy, j'ai étudié le commerce. » Il lui a dit « imbécile, tu serais resté à la maison, on t'aurait appris à acheter pas cher et à vendre plus cher. » Il faut qu'on dépasse tout ça. Oui, dans des Nazouz. Oui. Alors, on va aussi donner la parole à Mehdi Gawar, parce qu'on arrive quasiment à la fin de l'émission, il reste à peine 3 minutes. Allez-y, c'est un point sur lequel vous souhaitez conclure. Oui, bon alors, du coup, je vais insister sur un point. Déjà, aujourd'hui, la révolution, ça va être le cloud combiné à l'IoT, au big data et l'IA. Aujourd'hui, on est la révolution mobile. J'ai vu dans une de vos questions, vous parliez de la révolution mobile. Elle est derrière nous, la révolution mobile. Ça y est, c'est fini. On l'a déjà dépassé. Aujourd'hui, vraiment, ce qui va driver aujourd'hui l'économie, ce qui va révolutionner l'économie, c'est la combinaison entre l'utilisation systématique du cloud, combiné à l'IoT, tout ce qui est Internet des objets, donc derrière il y a aussi Industrie 4.0, tout ce qui est Big Data, c'est-à-dire l'analyse en temps réel d'une somme infinie énorme de données qui sont collectées même à notre insu, sans qu'on le sache. Ça peut être tous les capteurs qu'on a chez nous sans qu'on le sache. Et l'intelligence artificielle qui va, à partir de toutes ces informations récoltées par l'IoT, structurées dans le Big Data et stockées dans le cloud, dégager des profils clients, dégager des stratégies, dégager tout un ensemble de choses. Donc aujourd'hui, on en est là. Et aujourd'hui, si vraiment on veut faire quelque chose, il faut vraiment qu'on accompagne toutes nos entreprises dans cette transformation digitale et dans cette transformation numérique. Alors j'ai écouté quelque chose de très intéressant, c'est qu'effectivement, les acteurs de cette transformation digitale, que sont les sociétés de services en Algérie, oui, effectivement, ça serait bien qu'on les aide, que l'État les sponsorise, si on parle de mot sponsorise, pour les aider justement, parce que ce sont ces entreprises-là, ces sociétés de services qui vont justement permettre de digitaliser tout l'ensemble des entreprises qui existent en Algérie, que ce soit dans le domaine de la pharmacie, de l'agriculture, etc. D'accord. Merci beaucoup, Mehdi Gawar. Vous étiez avec nous
à partir de Paris. Je rappelle que vous êtes fondateur de INET, consultant international en nouvelles technologies. Merci beaucoup d'avoir assisté. Merci, je remercie tout le monde, les deux participants et vous-même. Merci beaucoup, Mahdi Gawar. Je terminerai avec vous, toute dernière question aujourd'hui, Ammar Khadraoui. Comment finalement les entreprises doivent rester à la page parce que tout change, le monde change, il y a des aspects géostratégiques et géopolitiques. La crise en Ukraine en ce moment en fait partie. Comment justement ces entreprises doivent rester à la page pour ne pas être dépassées? En fait, les entreprises qui sont des acteurs économiques sur un marché, elles sont à la page, vous inquiétez pas, elles le seront toujours. Les marchés qui ne sont pas structurés ou les marchés qui sont confrontés à comment on appelle ça, de l'informel, vous pouvez leur demander de rester à la page comme vous voulez, ils ne pourront pas être compétitifs, ils ne pourront pas investir. Quelque chose. Peut-être autre chose, il faut qu'on continue à faire ce travail de la confiance. Et ce travail de la confiance, c'est que chaque entreprise s'engage pour son consommateur et pas uniquement pour sa rentabilité. C'est que chaque ministère s'engage pour son citoyen et pas uniquement pour pour une réflexion. C'est ça les sujets. Nous sommes en retard, nous avons un passif et nous avons aussi une réglementation qui est compliquée. Merci beaucoup Ammar Khadraoui, CEO de Asmos Consulting, d'avoir également accepté notre invitation. Merci à vous. Bonne soirée et bien sûr à la semaine prochaine, Nourdine Azouz. Je rappelle que Mahdi Gawar était également en direct avec nous tout au long de cette émission. Merci de nous prêter attention comme tous les mercredis soirs en direct sur Al24 News. Bonsoir, à la semaine prochaine.